Et voilà, à nouveau un webinaire post-Covid de Raphaël. On est heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes déjà des dizaines à participer, fidèles certainement de webinaire en webinaire. On vous remercie infiniment de la participation, beaucoup d'input très important pour Raphaël. C'est une journée spécialement intéressante pour le post-Covid en Suisse romande, donc en Suisse, la partie francophone, pour ceux qui nous rejoignent d'ailleurs, puisque nous avons aujourd'hui plusieurs institutions, une dizaine d'institutions, pas des moindres, comme le CHUV, Unisanté, les hôpitaux du Valais, Jura, des associations, l'association Covid long Covid, des sociétés de médecine interne générale, des comités de grande renommée qui ont rejoint votre plateforme, la plateforme Raphaël comme partenaire. Donc on est très content que Raphaël puisse servir au-delà des HUG, au-delà du canton de Genève et être utile pour répondre aux préoccupations des patients, évidemment, de leurs proches et des soignants qui cherchent des solutions pour leurs patients. Quatrième webinaire, si je ne m'abuse, toujours organisé et préparé par une équipe d'enfer sous la direction du docteur Maïsam Némé, qu'on remercie tous, avec la participation de nombreuses personnes fidèles. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux symptômes neurologiques, évidemment les discuter, en parler et puis partager les pistes de prise en charge après avoir évoqué les mécanismes qu'on commence à comprendre de ces troubles neurologiques. Et vous êtes nombreux sont les personnes qui ont un post-Covid avec des plaintes neurologiques. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des intervenants qui vont beaucoup nous apporter. Je vais commencer par notre invité patient partenaire, M. Gousset. Olivier Gousset, nous sommes enchantés et honorés de votre participation. Vous êtes en général les patients partenaires, ceux qui contribuent le plus à ces webinaires Raphaël. C'est toujours ces témoignages et vous êtes réellement les experts du post-Covid et c'est très apprécié par les participants. Donc, merci d'avoir répondu présent et nous consacrer du temps. Nous avons la professeure Julie Perron. Julie Perron est professeure neuropsychologue à la faculté de médecine de Genève, à l'Université de Genève. En fait, elle est très impliquée dans un grand projet soutenu par le Fonds national avec notre collègue Frédéric Assal, qui a dû s'excuser aujourd'hui, mais qui porte avec Julie un très beau projet scientifique et Julie Perron nous en parlera évidemment. Nous avons la docteure Stéphanie Garcia Tarodo, qui est chef de clinique aux spécialités de pédiatrie aux hôpitaux universitaires de Genève. Merci infiniment à vous et à Julie d'avoir répondu présent. Et nous avons les deux contributrices fidèles, évidemment la docteure Anne Perrin, que vous connaissez désormais bien, qui est chef de clinique en pédiatrie et qui est responsable de la consultation post-Covid pédiatrique sous la responsabilité et leadership de la professeure Clara Cosfet-Barne, que vous voyez et reconnaissez évidemment. Peut-être sans transition, de nouveau vous remercier toutes et tous de votre fidélité. Une fois de plus, remercier les institutions qui nous font confiance, remercier la Fondation privée des HUG, qui nous a donné les moyens de monter cette plateforme, Raphaël et le webinaire, et puis à l'ensemble, un grand remerciement à l'ensemble de la direction de la communication, Franck Schneider, toute l'équipe Wing, Aurélie qui nous a rejoint actuellement, Simon, Guillemette, et j'en oublie certainement et j'en suis désolé, mais un grand remerciement parce que sans vous, c'est évidemment pas possible, et puis évidemment un grand remerciement à Clara d'accompagner ce projet notamment de volet pédiatrique. Je crois que sans transition, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat. Tout le monde va essayer d'y répondre
de façon rapide et instantanée. Vous savez que vous retrouvez les questions puis les réponses, et en fait en même temps les questions et les réponses sur la plateforme Raphaël. Il nous faut quelques jours pour digérer et trouver une réponse qui soit bien correcte, bien fondée sur les évidences, les connaissances, mais vous aurez ces réponses postées sur Raphaël. Et puis pour peut-être le corps médical, les professionnels de la santé ou les personnes intéressées, vous savez que l'équipe Raphaël, notamment avec Maïssa Néné et Aurélie Ducrot, résume l'activité scientifique, la publication scientifique sous forme de petits résumés. Ça peut être très intéressant. Il y a de nombreux papiers qui résument déjà les aspects neurologiques liés au post-Covid. Julie Perron, sauf erreur, nous commençons avec l'histoire de l'impact neurologique, neuropsychologique du post-Covid avec vous. Je vous laisse la parole. Je vous remercie infiniment. Ah, c'est moi. Merci pour l'invitation. Donc, je vais. Oui, donc l'idée, c'était un petit peu de vous parler de ce post-Covid neurologique, neuropsychologique. Donc, c'est vrai que concernant les symptômes neurologiques, le plus rapporté, en fait, dans ce spectre, eh bien, c'est les maux de tête, les difficultés de concentration, un brouillard cérébral, on retrouve beaucoup. La difficulté à trouver des mots, des difficultés de mémoire également. On peut retrouver, donc bien sûr, tout ça, pas forcément chez la même personne, mais on peut retrouver ce type de plaintes aussi les plus fréquentes, des malaises, évidemment, changements de goût, d'odorat qui persistent, des paresthésies, c'est-à-dire des fourmillements, des engourdissements, par exemple. Des troubles de l'équilibre peuvent être apportés, un tremblement ou une hypoesthésie, donc des difficultés à bien apprécier, on va dire, percevoir les sensations sensorielles et notamment le toucher, par exemple. Ce qui est à noter aussi, et ce que j'avais envie d'évoquer aussi quand même aujourd'hui, c'est que ces difficultés-là sont souvent concomitantes également avec le rapport de difficultés psychiatriques ou de modification de l'humeur en tout cas. Et donc pour nous, vous verrez que c'est important d'essayer de faire la part des choses entre ces aspects neurologiques et psychiatriques. Et dans le domaine neuropsychologique, comment les aspects psychiatriques peuvent avoir un impact aussi sur la neuropsychologie, parce qu'on sait très bien que quand on est anxieux ou déprimé, ça peut avoir un impact sur la mémoire ou en tout cas la perception de ses capacités mnésiques. Donc c'est un point qui est essentiel pour nous dans les études qu'on mène et aussi en clinique, d'essayer de faire la part des choses entre ces éléments qui peuvent être tout à fait corrélés et liés évidemment. Donc, les patients rapportent aussi beaucoup d'anxiété, une insomnie, une dépression, parfois un état de stress post-traumatique et dans certains cas aussi des symptômes obsessionnels. Donc ça, je voulais en parler parce qu'évidemment, ces aspects sont liés et peuvent être interdépendants et avoir un effet respectif d'un domaine à l'autre et aussi s'entretenir dans certains cas. Concernant les aspects cognitifs, donc plutôt liés à la mémoire, le langage, mais aussi les aspects visuospatiaux, eh bien, il y a un certain nombre d'études qui commencent à émerger dans la littérature et à recenser effectivement, en fait, à objectiver ces difficultés chez un certain nombre de patients, évidemment pas tous, et plusieurs semaines, voire mois maintenant, après l'infection par le SARS-CoV-2. Et puis ça a été documenté relativement tôt, en fait, dans l'histoire de la pandémie. Au départ avec des petites cohortes et puis maintenant avec des cohortes qui augmentent de plus en plus et puis aussi des méta-analyses qui me permettent de mettre en évidence ces difficultés. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ces études toutes essaient de faire la part des choses entre justement les aspects d'humeur, aussi de fatigue, qui sont des éléments dont on parlera sans doute aujourd'hui. Et puis aussi, évidemment, il y a la question de la sévérité de la maladie en phase aiguë et quel impact ça pourrait avoir éventuellement sur le syndrome post-Covid neurologique ou neuropsychologique. Donc, dans les études, avec le recul qu'on commence à avoir, on en parlera aussi dans notre projet, le projet COVID-COG, mais qui est concordant avec le reste de la littérature, si vous voulez.
En fait, le fait d'avoir été aux soins intensifs, c'est quelque chose qui est effectivement un facteur qui peut avoir un impact sur ce syndrome post-Covid. Donc, c'est-à-dire la sévérité de la forme respiratoire en phase aiguë est quelque chose qui a un impact, mais pas uniquement. Et on peut observer aussi certains types de difficultés chez des personnes qui ont pu avoir une forme modérée à légère. Donc ça, je pense que les personnes qui sont là dans ce webinaire pourront en parler ou en témoigner dans le chat. Je ne sais pas si je continue ou si à ce stade, il y a des échanges ou des questions ou des... Julie, on garde les questions pour la fin. D'habitude, on essaie vraiment en fait de faire une première partie rapide des interventions et puis. D'accord. Ok, excusez-moi. D'accord. Donc c'est vrai que il y a un impact de cette sévérité de la forme respiratoire en phase aiguë, mais pas uniquement. Et donc on observe des difficultés cognitives, vous verrez, de nature différente selon cette forme respiratoire en phase aiguë, mais c'est pas le seul facteur. Il y a beaucoup d'études qui se sont évidemment intéressées aux aspects de fatigue et d'humeur, et on retrouve une relative indépendance, même si vous le verrez, en fait, on tend à observer différents phénotypes dans ce long Covid neuropsychologique, et dans certains cas, c'est assez indépendant, et dans d'autres, c'est beaucoup plus relié. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est que finalement, l'atteinte neuropsychologique, cognitive ou neurologique d'une infection type coronavirus est finalement une question, quand on creuse un peu la littérature, qui est assez triviale en fait, puisque ça a déjà été documenté. Alors évidemment de manière moins extensive que dans le SARS-CoV-2, mais dans le SARS-CoV et dans le MERS, c'est quelque chose qui avait déjà été rapporté, avec des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire et aussi des difficultés neuropsychiatriques qui étaient documentées. Et même dans d'autres types d'infections pulmonaires, finalement, on peut observer également des difficultés attentionnelles, exécutives, un ralentissement de la vitesse de traitement suite à d'autres types de difficultés pulmonaires. Et il y a un lien évidemment entre le cerveau et les poumons. Donc c'est en fait une littérature qui existait déjà, sur laquelle on s'est énormément repenché avec l'apparition de la pandémie. Donc évidemment, comme je vous le disais, il y a les aspects psychiatriques, et à ça, en fait, la causalité, on peut aussi évoquer ces aspects environnementaux, et puis les mesures sanitaires, l'isolement social, pour certains aussi des pertes économiques, une perte d'emploi ou des deuils, peuvent évidemment avoir un impact sur l'humeur, les aspects psychiatriques, et entraîner également des troubles neuropsychologiques. Je reviens aussi sur les aspects de soins intensifs, et il existe quelque chose qui est très connu des neuropsychologues et des neurologues, c'est un syndrome, si vous voulez, post-soins intensifs, qui va entraîner différents troubles, et notamment des troubles de la cognition. Donc c'est quelque chose qu'on connaît aussi, et peut-être à cause des traitements, les méta-analyses récentes mettent en évidence plutôt les aspects de délire, donc des personnes qui auraient eu une confusion ou un délire durant ces hospitalisations auraient de plus grandes chances, entre guillemets, de déclencher ce type de syndrome. Donc, globalement, le consensus auquel on arrive, c'est une origine plurifactorielle, avec, comme vous le verrez avec nos résultats dans COVID-COG, des phénotypes différents, donc avec des facteurs immunologiques et inflammatoires liés à la pathologie, une persistance virale dans certains cas, des facteurs génétiques, environnementaux qui peuvent être aussi des facteurs aggravants ou aidants, on va dire. Une histoire personnelle d'événements traumatiques peut aussi être des facteurs qui vont influencer les états de stress post-traumatique. Et puis un passage aux soins intensifs et une sévérité de la forme respiratoire. Là, on se rend compte aussi, l'âge peut être un facteur, avec les données récentes qu'on a, un facteur déterminant. Donc, dans le projet COVID-COG, nous, les questions qu'on avait, c'était est-ce qu'il existe, déjà la première question qu'on s'est posée, c'était dès mars 2020, est-ce qu'il pourrait exister la persistance de difficultés cognitives 6 à 12 mois post-infection? Et donc, on a développé ce projet où on suit des personnes qui ont été infectées par le virus. Donc, c'est la première et la deuxième vague, avec 3 groupes de patients, un groupe qui était en soins intensifs, un groupe plutôt en soins intermédiaires, et puis un autre plutôt léger. Et puis, on a suivi ces patients sur 6-9 mois et ensuite 12-15 mois. Donc là, on est en train de terminer la deuxième visite. Donc, on est en train d'analyser les résultats. Donc là, on a plutôt une idée un peu clinique, et M. Gousset pourra nous parler aussi de son vécu par rapport à l'évolution à plus long terme. Là, je vous parlerai plutôt des résultats qu'on a obtenus à la première visite,
Alors, comme je vous le disais, donc nous, on a des résultats conformes aux autres groupes de recherche. Donc, il y a un effet quand même donc d'intensité des difficultés objectivées, hein, cognitives, lorsque les personnes ont fait un passage aux soins intensifs. Évidemment, il y a des cas où il n'y a pas de difficultés. Mais ces patients-là, en fait, ce qui est important à retenir, c'est que souvent, ils ont moins de plaintes cognitives. Donc, en fait, on a trois grands phénotypes de patients. Des personnes qui ont des performances normales, hein, ça va mieux, même si on a beaucoup de fatigue encore. Des patients qui ont beaucoup de plaintes cognitives, aussi liées à l'humeur, mais qui objectivement, en fait, finalement, n'ont pas tant de troubles que ça. On peut observer des choses, mais c'est pas majeur. Et puis, on a des patients qui n'ont pas de plaintes, mais qui, par contre, peuvent présenter des troubles assez importants. Et donc, c'est des patients qui ont une difficulté de conscience des troubles dans ces cas-là. Donc là, en fait, on s'est attaché à étudier aussi les aspects d'imagerie avec ces différents phénotypes de patients et on a observé effectivement un marqueur chez des patients qui présenteraient plutôt une non-conscience des troubles avec des modifications non pas structurelles mais de connectivité fonctionnelle. Donc là, je suis ouverte aux questions si vous avez besoin de précisions concernant les aspects méthodologiques. Mais déjà, il y a un premier élément qui peut être important à... Maïsam, tu veux me parler? Pardon, en fait, Julie, parce que je regarde aussi les questions qui défilent Oui, et aussi que j'ai le rôle de gardienne du temps. Oui, bien sûr. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Non, mais beaucoup de questions, en fait, se concentrent sur aussi qu'est-ce qu'on fait finalement. Oui, bien sûr. La prise en charge, que ce soit des troubles de concentration, des céphalées ou autres. Et donc, avant de donner la parole à Monsieur Gousset, puis on aura aussi l'occasion de reprendre ces questions à la fin, mais est-ce que tu peux peut-être nous résumer un peu qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ont ces troubles cognitifs? Déjà, bon, je dirais la première chose, c'est que si les personnes ont des plaintes, c'est plutôt bon signe, même si effectivement, voilà, il y a un impact aussi sur le quotidien, la qualité de vie, etc. Mais d'avoir des plaintes, on a l'impression que c'est quand même lié à une moindre atteinte cérébrale. Donc, il y a une conscience de difficulté. Après, généralement, les troubles qu'on va observer, ça va être des difficultés plutôt attentionnelles, exécutives, peut-être liées à la fatigue. Et donc, dans ces cas-là, c'est bien au quotidien de décortiquer un petit peu des séquences. Avant, on pouvait faire plusieurs choses en même temps, on pouvait réaliser une activité contrôlée, automatique, on switchait de l'une à l'autre. Là, c'est bien de séquencer les choses. Si vous avez une recette de cuisine, par exemple, sachez qu'à ce moment-là, ça va être plus compliqué pour vous de tout faire en même temps, d'être multitâche, en fait. Donc, la recette de cuisine, c'est l'exemple un peu simple, enfin, quoique ça dépend des recettes de cuisine, mais c'est plutôt au travail. Donc, essayez plutôt de séquencer votre séquence d'action concernant une tâche que vous avez à réaliser, voire d'écrire la liste des différents éléments que vous avez à faire et les faire vraiment un par un. Vous êtes moins en capacité de réaliser des tâches en même temps, d'être en multitâche. Et de cet aspect de switching d'une activité automatique à contrôler, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué en ce moment. Ça va aller dans le bon sens, mais présentement, c'est un peu plus compliqué. Après, ça, c'est pour les personnes qui auront beaucoup de plaintes. Après, peut-être que là, il y a aussi des conjoints de personnes qui ne présentent pas de plaintes, mais qui, eux, remarquent des changements. Alors là, c'est important de passer le message que là, dans ces cas-là, c'est bien de se diriger quand même vers un neurologue et d'avoir une consultation avec un neurologue pour ces catégories de personnes, où là, c'est plus l'entourage qui se rend compte qu'il y a des modifications. Tout à fait. Et merci beaucoup, Julie. Et c'est vrai que tu touches sur un point très important que vous avez retrouvé dans votre étude de COVID-COG, c'est qu'il y a presque différents patterns, finalement, ou différents types de troubles cognitifs post-Covid. Il y a les personnes qui sont très au courant de leurs troubles ou de tâches exécutives. Et puis là, travailler en monotâche peut aider. Il y a les personnes, peut-être avec hospitalisation, séjour aux soins intensifs, qui finalement ne sont peut-être même pas au courant de leur perte de mémoire. Et comme tu le dis, c'est un peu à l'entourage, au conjoint ou à la conjointe de pouvoir les aider. Merci beaucoup, Julie. On va passer la parole à Monsieur Gousset. Merci, Monsieur Gousset, de votre participation aujourd'hui. Bien, vous m'entendez là. En fait, c'était la fin de l'intervention de Julie Perron. C'était une excellente liaison avec ce que je pourrais dire. Alors, déjà, à la fois, je me suis reconnu dans
dans le catalogue extraordinaire des symptômes et manifestations variées que j'ai pu avoir depuis donc, novembre 2020, donc 18 mois déjà. Et à la fin de son intervention, effectivement, dans les amorces de solutions que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre et qui est quand même compliqué à mettre en œuvre, c'est travailler en monotâche. Et quand je dis travailler, c'est effectivement aussi bien faire la cuisine que prendre sa voiture et puis venir ici et ne pas oublier le téléphone dans la voiture. Voilà, c'est travailler de façon consciente, enfin travailler, s'exercer de façon consciente au jour, à l'heure, pour passer en revue tout ce que je dois faire et ne rien oublier. Ça demande énormément d'énergie. Je ne dis pas que c'est la cause de la fatigue, ça demande énormément d'énergie qui entraîne aussi beaucoup de fatigue. Et qui majore les troubles de concentration. Effectivement, dès qu'il y a de la fatigue qui s'installe, les premiers symptômes, premières manifestations reviennent au galop. Ce que j'aurais voulu dire un petit peu, pour sortir un peu du côté symptômes, manifestations et autres, c'est l'importance de l'entourage et l'importance de la reconnaissance. Récemment, j'ai été amené à participer aux récits du Covid long qui sont organisés aussi dans le cadre de la médecine de premier cours, qui ressemble à un groupe de parole, enfin un peu plus soutenu, avec un projet de construction pour poser des choses. Ce qui est revenu dans mon groupe, c'était essentiellement il semblerait que M. Gousset a perdu la connexion, mais je sais que quelqu'un de la com est déjà avec lui, donc on va essayer de voir s'il va pouvoir se reconnecter rapidement. C'est juste dans l'intervalle. Je lis deux questions. Le recrutement, pour l'instant, est encore ouvert ou est-ce qu'il est fermé? Et puis, est-ce que tu as connaissance d'études en cours en Suisse sur ces mêmes aspects, mais chez les enfants? Donc, le recrutement dans notre étude est terminé. Mais là, on revient donc effectivement d'un workshop organisé par le Fonds national suisse qui finance le projet. Ils sont très demandeurs de nouvelles études. Donc là, je suis en train de réfléchir à éventuellement prolonger ce projet. Après, chez les enfants, ce serait peut-être plus à mes collègues de répondre. Mais dans les groupes de recherche que j'ai vus à Interlaken, il n'y avait pas à ma connaissance. Mais je sais qu'au HUG, ils sont très actifs. Avec, on a vu une conférence de Madame Lorte. Peut-être que Clara va nous aider, post-Barbe, la directrice médicale adjointe et chef de service de pédiatrie générale. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui sont actuellement en cours. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire un suivi des enfants avec un syndrome post-Covid et d'intégrer là-dedans les aspects neurologiques et neuropsycho, mais il n'y a pas de vraies études en cours à ma connaissance. C'est vrai qu'à Genève, on a été les premiers à lancer cette consultation en Suisse et depuis, d'autres consultations se développent ailleurs. Le réseau doit s'intensifier ou se densifier pour aussi être dans les études et dans les projets européens, puisque en pédiatrie, c'est un syndrome qui est, même si on a pas mal d'enfants malheureusement, mais c'est quand même un syndrome plus rare que chez l'adulte. Et de ce fait, la mise en commun des connaissances et des patients suivis et leurs symptômes et ce qui marche et ce qui ne marche pas est vraiment vital. Donc, j'espère, alors je ne sais pas si Stéphanie Garcia-Tarodo a connaissance d'études qu'on pourrait rejoindre prochainement ailleurs, mais en tout cas, pour l'instant, il y a personne qui participe à un projet à Genève. Merci beaucoup. Peut-être on répond entre-temps à 2 ou 3 questions qui étaient aussi donc pour vous, professeur Perron. Est-ce qu'il y a un rôle pour l'imagerie ou des tests à faire en clinique chez des personnes qui ont des troubles de concentration?
Oui, donc comme je disais, en fait, l'imagerie, donc au niveau structurel, si vous voulez, nous, on n'a pas observé d'éléments tangibles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'atteinte structurelle chez les personnes qu'on a suivies. Après, il y a d'autres groupes dans le monde qui retrouvent certains éléments, mais c'est pas au devant du tableau. C'est plus en termes de connectivité fonctionnelle et encore une fois, plus pour le groupe de personnes qui n'ont pas de plainte, mais chez qui on objective des troubles. Donc d'un point de vue diagnostic, un type d'imagerie plutôt en termes de connectivité fonctionnelle serait contributif, mais c'est plutôt quelque chose qu'on utilise dans le domaine de la recherche. Après, peut-être aussi en PET scan, ça pourrait être intéressant. Mais ça, c'est vraiment à la discrétion du neurologue ou du psychiatre qui va rencontrer la personne. Oui. Ah, voilà, merci Julie pour ces réponses. Effectivement, il n'y a pas d'indication clinique nécessairement, mais pour la recherche, il y a quelques tests qui peuvent être faits. La prise en charge reste la même. Sauf si on a des tests en fait de mémoire comme le mini mental state ou d'autres qui sont vraiment pathologiques et comme tu le mentionnes, c'est plutôt chez des personnes qui ont eu des séjours aux soins intensifs ou autres. Monsieur Gousset, sans transition, on vous redonne la parole. Désolée de... Non, mais l'illustration directe de ce que peut être un rentrée dans le brain fog, voilà, décrochage cérébral. Et je pense que voilà une espèce de contagion à mon PC. Alors, j'en étais à parler de l'entourage, enfin, vraiment j'allais dire la force de l'entourage, et puis d'utiliser l'entourage déjà dans la reconnaissance. Je disais que dans le groupe dans lequel j'étais, tout le monde avait eu ses soucis ou ces difficultés relationnelles à devoir convaincre de ces atteintes qui sont à la fois fluctuantes, qui permettent parfois d'être à 100% et parfois à 2%, donc, et qui font hésiter les gens entre ce qu'ils simulent, ce qu'il est vraiment malade. Hier, ça allait bien et aujourd'hui, il me dit que ça va pas. On discute pendant 10 minutes, ça va bien, puis là, il se met à bâiller comme un fou. Je l'intéresse pas. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est tellement désorientant pour l'entourage que, au contraire, moi, j'ai essayé d'en faire une force. C'est-à-dire que les collègues, les amis, la famille et les soignants deviennent des aidants. Alors, j'ai la particularité, c'est que je suis infirmier ou j'ai été infirmier et que dans mon équipe de soins, quand j'ai pu reprendre à temps très partiel, je leur ai dit, voilà, j'ai nommé ce qui n'allait pas. Et je leur ai demandé de m'aider, quelque part, de débriefer s'il se passait le moindre bug, le moindre oubli, le moindre problème. De même avec la famille, de même avec les amis. Encore maintenant, je rencontre des gens qui doutent de ce que peut être le Covid. Et je trouve que ça, quand on est malade, c'est une des difficultés, une des principales difficultés. De voir, comment dire, pas assumer, mais de devoir montrer son statut alors qu'en fait, c'est des manifestations qui sont tellement diverses, tellement parfois aberrantes, qui sont irrationnelles presque. Bon, Mme Perron a fait le catalogue de tout ce qu'on peut voir, entendre, mais aussi, ce qui est important, c'est de vraiment se rendre compte que les symptômes sont fluctuants et que c'est aussi une des caractéristiques du fait que c'est difficile à vivre. Donc, j'ai parlé de la reconnaissance, j'ai parlé de l'entourage qu'il faut, je pense, impliquer et puis multiplier les interactions sociales. Plus vous frottez au monde, je repense à une question de Madame Kubli qui posait... qui a un Covid de mars 2021, si j'ai bien vu. Plus vous frottez au monde, plus en fait ces interactions peuvent être considérées comme de l'ergothérapie. Moi, j'ai essayé à chaque fois de le considérer comme de l'ergothérapie. Et puis, de me limiter dans ce que je voulais faire pour ne pas avoir trop d'échecs. Parce qu'effectivement, le corollaire de l'objectif est trop haut, c'est l'échec. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'impression de repartir à zéro.
Une autre chose importante, c'est pouvoir maîtriser le temps. C'est à la fois, maîtriser entre guillemets, avoir le contrôle du temps. Pouvoir téléphoner au boulot en disant là, ça va pas du tout, et que quelqu'un vous dise bon, ben ok, on verra demain. Et ça, c'est pas dans tous les cas de figure, mais je pense que ça participe aussi beaucoup, à la fois avec ce côté reconnaissance, ça participe aussi beaucoup à la diminution de l'anxiété qu'il peut y avoir à gérer quand on doit aller travailler alors que là, on va dans le mur. Voilà. C'est des petites choses qui sont un peu du quotidien. Ça va renoncer aussi. Ça va renoncer parce que parfois les manifestations sont impermanentes, inattendues. Et puis, je voyais quelqu'un qui s'adossait à un mur pour ne pas se coucher. Parfois, ça m'arrive de me faire une sieste à 10 heures du matin. Et puis, en espérant que ça reparte après, mais ne pas lutter forcément tout le temps. Voilà, je retémoignerai après, peut-être avec des questions plus précises, mais c'était des petites choses qui sont plus en lien avec mon quotidien, qui ne m'empêche pas d'avoir des bugs, mais maintenant de les accepter, de ne pas me mettre en colère contre moi-même, et de penser que si je suis faillible, ça fait partie peut-être, voilà, ça fait peut-être partie de cette vie. Et puis peut-être aussi quand même un petit peu avant de finir, un peu d'espoir, enfin beaucoup d'espoir, parce que lorsque je me suis réveillé, donc je n'ai pas été hospitalisé, j'étais malade violemment pendant 10 jours, avec des maux de tête et des troubles du sommeil importants. Lorsque je me suis réveillé, je n'arrivais plus à faire le café, je n'arrivais plus à prendre ma voiture. Voilà, 18 mois après, je pense que je peux tenir une conversation avec vous. Je m'aperçois que je suis quand même, en termes d'attention, c'est difficile de lire à la fois le chat ou les questions et d'écouter les interventions. Mais il y a une progression qui s'est faite. Et à nouveau, vraiment, mettons-nous quelque part en difficulté, mais en sécurité pour pouvoir progresser. Merci beaucoup, Monsieur Gousset. Merci pour ce témoignage. Et on voit vraiment l'importance de l'entourage, l'importance de aussi vivre malgré ces symptômes. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours évident. Mais votre expérience, votre témoignage et l'amélioration de vos symptômes nous inspirent beaucoup. Je passe la parole à Dr Garcia, neuropédiatre, qui va donc nous parler des symptômes neurologiques chez l'enfant. Bonjour à tous. Alors, je vous remercie pour cette opportunité de vous faire part de mon expérience en clinique avec le suivi des enfants touchés par ce Covid long. Bon, je suis bien sûr un peu biaisée parce que je ne vois que les symptômes neurologiques, en tout cas chez les enfants qui ont des symptômes neurologiques plus sévères comparés à d'autres symptômes. Je pense que l'âge typiquement, c'est quand même l'adolescence, voire le préadolescent. On a très peu de cas que l'on suit sur le long cours chez les jeunes enfants, même si ce sont des enfants qui ont été gravement malades à la suite d'une infection, plutôt avec cette réponse hyper-inflammatoire, comme vous avez très probablement lu dans la presse, et que ce soit des enfants à la naissance ou bien jusqu'à l'âge de l'adolescence, on aura tout vu. Mais dans le cadre du Covid long, c'est vrai que c'est plus particulièrement cette tranche d'âge à partir de 9 ans et on les suit jusqu'à 16-18 ans. Les symptômes les plus souvent rapportés, ce sont quand même des symptômes physiques, en tout cas à ma consultation, donc des symptômes somatiques avec des céphalées, des vertiges, et puis une plainte très fréquente, c'est ces difficultés de concentration en classe qui reviennent généralement
chez tous ces enfants, au point où cela engendre un échec avec la nécessité de faire un aménagement scolaire, un aménagement de l'horaire, et puis de mettre parfois en place d'autres mesures qui finalement vont avoir un retentissement sur la scolarité chez l'enfant, avec la nécessité par exemple de redoublement. La deuxième constatation que je peux partager avec vous, c'est qu'il n'y a pas toujours de clair corrélat entre les symptômes que l'enfant ou l'adolescent a eus pendant l'infection, donc la sévérité en fait donc des symptômes, et puis la sévérité et surtout la durée des symptômes dans le Covid long. D'ailleurs, la plupart des enfants que nous voyons pour le Covid long, ils ont un examen neurologique, un examen clinique qui est normal, contrairement à ceux qui ont été aux soins et qui peuvent garder des séquelles neurologiques physiques avec des déficits neurologiques qui peuvent persister jusqu'à une année post-Covid. Donc voilà, pas toujours de clair corrélat entre la sévérité de l'infection et l'apparition de ce Covid long. Et puis, la prise en charge en soi, elle n'est pas si différente que des enfants qu'on suivrait ou des adolescents qu'on suivrait pour des céphalées, pour des vertiges, pour un déficit d'attention. Mais souvent, une approche trop simplifiée, en fait, donc, ne suffit pas. Donc, l'introduction d'un médicament, par exemple, que l'on pourrait introduire pour des céphalées comme des migraines, sans autre plainte à part, elle n'est généralement pas suffisante chez ces enfants et puis ces adolescents du Covid long. Il faut souvent une approche multifactorielle avec à la fois des mesures non médicamenteuses, une adaptation du quotidien, comme vous ont été dit en fait, donc jusqu'à maintenant, ça s'applique également chez les enfants, une adaptation scolaire aussi qui peut parfois aider en fait donc à diminuer un petit peu l'angoisse que ces enfants peuvent avoir au décours de leurs symptômes, de leur persistance et puis le retentissement sur les résultats scolaires. Et puis, une question qui reste toujours et qui n'est pas toujours évidente à mettre en évidence les premières fois où on voit ces enfants et puis ces adolescents, c'est quelle est la part quand même des mesures préventives de cette pandémie, c'est-à-dire que c'est un retrait social, un absentéisme scolaire, à un âge où l'enfant, l'adolescent est en train de s'individualiser, est en train de se comparer à ses pairs et puis de lui retirer en fait ce soutien. Je pense que ça apporte beaucoup à ces symptômes. Je pense que ça joue un rôle non négligeable. Et puis, l'expérience que l'on a avec Anne en pédiatrie, c'est que plus rapidement l'enfant, l'adolescent se réintègre dans son milieu scolaire, se réintègre avec ses amis, et plus vite il va récupérer, plus vite il va retrouver un certain degré de fonctionnement comme avant. Et généralement, ce sont ces enfants-là qui vont récupérer avec, dans la grande majorité des cas, au bout de 4 à 6 mois, un retour à leur fonctionnement antérieur. Donc, c'est vrai que chez l'enfant, la durée du Covid long est peut-être plus court que ce que l'on voit chez les adultes, mais finalement, ce sont des choses qui sont assez typiques en pédiatrie. Les enfants rebondissent peut-être plus vite que l'adulte, et puis c'est quelque chose que l'on voit. En tout cas, la reprise de leurs repères dans l'environnement, je trouve que ça c'est très très important dans le suivi de ces enfants et de ces jeunes adolescents. Voilà, après je pense que je reste ouvert à toute question. Merci beaucoup, docteur Garcia. Effectivement, donc nous voyons, et vous voyez surtout des symptômes neurologiques aussi chez les enfants, mais plus chez les adolescents. Peut-être on commence à répondre aux questions. Et donc, une des questions finalement qui rejoint un peu ce que vous dites, docteur Garcia, c'est quel traitement pour les céphalées ou les maux de tête
chez un enfant. Je rappelle aussi qu'on ne pourrait pas répondre, c'est pas une consultation médicale, on ne peut pas répondre à des questions personnelles et individuelles, c'est pas le but et c'est presque dangereux même sans voir le ou la patiente. Mais donc, on va essayer de répondre de manière aussi générale et vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur la plateforme Raphaël ou en posant des questions au chatbot ou l'agent conversationnel. Cela dit, donc des enfants, adolescents, 15-16 ans, qui ont des maux de tête, qui auraient essayé des anti-inflammatoires, des antidouleurs, même du tramadol, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Alors souvent, une des premières approches avant éventuellement une approche médicamenteuse à visée préventive, c'est-à-dire un médicament que l'enfant prendrait tous les jours pour éviter des douleurs, on vise surtout un aménagement ou une amélioration de l'hygiène de vie. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont compliquées chez l'enfant post-Covid, puisque souvent ils ont cette fatigue. Un grand nombre a aussi des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, il y a de l'angoisse. Ce sont tous des facteurs qui peuvent bien sûr amplifier des douleurs chez toute personne. Donc, on essaye de donner des mesures simples, à savoir des heures régulières de sommeil, un couchage à une heure convenable, y inclut le week-end. Si nécessaire, d'aménager à l'école pour que l'enfant puisse se reposer 1 ou 2 fois par jour, pour qu'il puisse aussi reprendre les cours en s'étant rechargé les piles, comme on dit. Et puis, ensuite, ce sont des conditions que l'on dirait pour tout enfant avec des céphalées chroniques, une bonne hydratation, de bien boire de l'eau, 1 litre à 1,5 litre au minimum par jour, de ne pas éviter les repas. C'est important qu'ils aient une alimentation équilibrée dès le matin, de ne pas sauter le petit déjeuner, par exemple. Et puis, la grande question aussi, c'est la reprise de l'activité physique. Et puis pour cela, un certain nombre de ces enfants ont été adressés aux coachs ici au ZUG pour qu'il y ait une reprise, un reconditionnement physique à leur niveau, pour ne pas exacerber les symptômes, mais pour les pousser un tout petit peu, exactement comme vous avez dit, monsieur, pour pousser un tout petit peu chaque fois, pour essayer de retrouver une nouvelle limite. Et ça, l'activité physique, je pense que c'est un point essentiel qui est peut-être plus dur chez les enfants post-Covid. Merci beaucoup. Je laisse peut-être aussi Dr Anne Perrin commenter et compléter sur l'aménagement à l'école et dans les établissements scolaires. Quels conseils tu pourrais donner finalement de ressources peut-être disponibles aussi à l'école face à peut-être des enfants ou des parents qui n'arrivent plus ou se ressentent en difficulté de pouvoir gérer le quotidien et pour surtout éviter une rupture scolaire trop longue. Oui, alors effectivement, donc c'est vraiment ce qu'on veut éviter à tout prix et l'école peut être très clairement un partenaire. Enfin, il faut que ça devienne un partenaire et donc nous on encourage beaucoup les élèves et leurs parents à communiquer d'emblée avec les équipes éducatives, à regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes d'aménagement d'horaire. Et on a aussi des partenaires très précieux qui sont l'équipe des médecins et des infirmières scolaires du service santé jeunesse et qui sont maintenant bien au courant de cette problématique de long Covid chez les enfants et les adolescents. Et avec qui on continue de collaborer justement pour qu'on puisse mettre en place des aménagements et que ça se passe au mieux. Donc vraiment, n'hésitez pas à les solliciter, à en parler à l'école, notamment à aller en premier lieu, par exemple, voir l'infirmière scolaire, parce que c'est vraiment des sujets auxquels ils sont maintenant sensibilisés et ils vont pouvoir vous aider à mettre en place des choses. Merci beaucoup. Professeur Perron, peut-être 2-3 questions. La plupart, en fait, des questions sur comment prendre en charge et des conseils de rééducation, vous les avez déjà adressés. Mais donc, une des questions, est-ce que les troubles du sommeil sont-ils finalement des symptômes neurologiques? Et puis, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et qu'en est-il des paresthésies ou des fourmillements ou autres sensations bizarres post-Covid?
Donc les troubles du sommeil sont souvent effectivement associés et rapportés, donc c'est pas quelque chose sur lequel on s'est centré dans notre projet, mais c'est des difficultés qu'on retrouve beaucoup aussi avec évidemment la fatigue et puis qui est aussi beaucoup rapporté par les psychiatres, associé à des aspects d'anxiété, de dépression évidemment. Et donc, on peut considérer évidemment que ce sont des manifestations neurologiques et après qui sont imputables ou bien à une atteinte neurologique ou aussi à des difficultés psychiatriques. Concernant les paresthésies, dans ces cas-là, je pense que c'est important de consulter un neurologue s'il y a ce type de manifestation. Si vous avez ce type de manifestation, je pense que là, c'est bien de consulter un neurologue. Tout à fait, merci beaucoup. Et vous trouverez aussi des informations, encore une fois, que ce soit sur les troubles du sommeil ou les paresthésies sur Raphaël, chez les adultes et chez les enfants. Une chose, c'est qu'une étude du sommeil, des fois peut être utile pour les troubles du sommeil. Des mesures d'hygiène de vie restent en première ligne, vraiment et sincèrement, pour aider avec ces troubles du sommeil. Il y a des fois des hypersomnies, c'est-à-dire des gens qui dorment et dorment et dorment, en fait. Ont besoin de faire une sieste, même si le mécanisme n'est pas toujours très évident, finalement c'est votre corps aussi qui peut-être demande plus de récupération. Donc ce soit des mesures d'hygiène de vie ou en parler avec votre médecin, c'est très important. Les paresthésies, neuropathies, on en voit aussi à la consultation post-Covid. Et comme l'a dit professeur Perron, c'est important de vous adresser à un neurologue. Il y a des fois des bilans sanguins ou d'autres tests des nerfs qui peuvent être effectués. Encore une fois, on est dans un Covid long dont on ne comprend pas encore tout le mécanisme, mais des symptômes qui sont rapportés par les patientes et les patients qui évoluent dans le temps. Oui. Je voulais juste compléter justement parce que c'est vrai qu'on a des résultats qui sont intéressants en ce sens. Je faisais le lien avec le SARS-CoV, le MERS, donc il y a aussi de manière documentée une atteinte de certaines zones cérébrales suite à cette infection, notamment le système limbique et notamment le thalamus. Et justement, nous, on observe aussi des effets particulièrement dans ce système qui peut expliquer aussi les difficultés cognitives et aussi l'hypersomnie, puisque c'est connu qu'en cas d'atteinte du thalamus, on peut observer ce type d'événements. Donc, l'idée non plus, c'est pas comment dire, le message aussi qui est important, c'est que nous, on observe aussi des modifications de connectivité fonctionnelle aussi au niveau du cerveau et que les difficultés que ressentent les personnes en Covid long, c'est aussi quelque chose qui peut s'expliquer par une atteinte neurologique. Sans vouloir minimiser en fait les difficultés que les personnes peuvent ressentir. Merci beaucoup. Je passe aussi à des questions peut-être plus aussi sur le retentissement, sur l'activité, que ce soit professionnelle, sociale. Je m'adresse aussi à Monsieur Gousset. C'est vrai que dans un monde idéal, on recommence le travail progressivement. On a un employeur qui est compréhensible et puis on a une reprise thérapeutique ou d'autres mesures. C'est pas toujours le cas. Est-ce que vous aurez des conseils à donner, une perspective ou un espoir à donner aux personnes, un message essentiel? Vous êtes en muet, il faut démuter. J'ai des petites mains qui courent sur le clavier en même temps que je parlais. Donc, je disais pas de miracle, pas de solution miracle. J'ai eu la chance de bénéficier d'un entourage professionnel compréhensif, en même temps avec une déclaration maladie professionnelle qui m'a aussi grandement aidé, entre guillemets, à passer ces étapes petit à petit. Mais bon, rien de glorieux. Les derniers taux de travail, c'était 3 fois 4 heures par semaine et parfois pas 3 jours d'affilée à cause d'une mauvaise récupération ou d'une mauvaise nuit. L'intervention, effectivement, la question, elle est pertinente. Dans le groupe dans lequel j'étais, une des intervenantes qui va peut-être se reconnaître, la Julie, travaillait dans un système d'assurance ou de banque
dans laquelle elle disait que elle était plutôt mise en concurrence avec ses collègues et qu'il y avait effectivement une défiance par rapport à son Covid long, avec le sentiment, elle avait le sentiment de ne pas être crue du tout. Et elle se forçait à aller travailler même si elle avait des troubles, ou elle a encore des troubles attentionnels importants. Je pense qu'à chaque fois, la clé, c'est d'arriver à avoir des partenaires, de faire de ses collègues des partenaires. Moi, je lui avais suggéré, un peu comme je trouvais chez ma grand-mère autrefois, un humeur-omètre, où elle nous disait, elle mettait un petit curseur pour dire aujourd'hui je suis de mauvaise humeur ou je suis de très bonne humeur. J'avais suggéré de mettre sur son bureau un petit baromètre de son état de santé. Aujourd'hui, je suis très fatigué, aujourd'hui, je suis dispo, en sachant que dans la journée, ça peut aussi évoluer. Et je crois beaucoup à ces petites stratégies informatives pour mettre tout le monde dans le coup, en sachant que, enfin, c'est aussi sortir de l'isolement. Ça, j'en ai parlé aussi un petit peu tout à l'heure, c'est ne pas se morfondre en disant ça n'avance pas. J'ai toujours les mêmes symptômes et peut-être que je les aurai tout le temps, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais avec le temps, il va y avoir une progression quand même parce qu'il y a de l'aide autour, de la compréhension. Peut-être aussi que chacun, moi, je pense que j'ai développé des stratégies par rapport aux difficultés. Donc, j'ai les mêmes symptômes, mais je les aborde différemment. Par exemple, je suis très sensible aux événements distractifs. Un événement distractif qui arrive dans le cours d'une conversation, dans le cours d'une action, risque de me faire dévier complètement du but que je souhaitais atteindre. Et ça, c'est quelque chose qui, dont on se rend mal compte dans la vie de tous les jours. On fait des tas de gestes, pas de gestes, mais d'actions complexes, automatiques. Et puis, en fait, avec le Covid, je suis obligé parfois de décortiquer toutes ces actions, cette suite d'actions complexes, on parlait de la cuisine par exemple, pour bien être attentif à chacune des actions que je vais faire. Et si quelqu'un vient me parler, je risque d'oublier quelque chose. Donc c'est être, voilà, ces petites recettes qui demandent beaucoup d'attention, mais qui sont aussi une façon de se prendre en charge soi-même parce que je ne pense pas, pour les troubles attentionnels, et peut-être que Julie Perron en reparlera, pour les troubles attentionnels, ça me paraît difficile de trouver des traitements ou qui soient adaptés à tout le monde, aux différentes typologies de patients qui ont le Covid long. Merci beaucoup, Monsieur Gousset. Et c'est vrai que… Pardon. Je disais, j'espère que je ne suis pas trop confus parce que… C'est excellent, merci beaucoup. C'est très clair. Donc, juste pour vous dire aussi qu'on espère que des groupes de parole vont être mis en place au HUG prochainement. C'est clair, et du message de M. Gousset aussi, qu'une meilleure reconnaissance, un soutien de l'entourage et une meilleure communication avec l'employeur, avec le médecin, avec les parents, avec l'école est importante et essentielle. Professeur Guessous, quel conseil donner finalement pour améliorer cette reconnaissance dans l'entourage? Et y aurait-il aussi un site ou un répertoire de professionnels de santé ou d'autres personnes qui connaissent ou reconnaissent le Covid long? Comment aider ou donner des outils aux personnes atteintes? On a été très touché évidemment par votre témoignage, par la nécessité de devoir convaincre. Je vais juste rappeler que Raphaël est né justement parce que ça nous était assez insupportable au printemps 2020 de voir des patients devoir convaincre. Donc, j'espère que vous voyez en Raphaël un outil qui contribue à cette reconnaissance. C'est une reconnaissance qui vient du terrain, de vos témoignages, et puis on essaie de répondre au fur et à mesure de vos questions.
et qui, intégrés dans un hôpital académique, valide ces situations, ces parcours, ces difficultés. Et vous savez qu'on est plusieurs ici, Julie en a parlé, il y en a d'autres qui contribuent scientifiquement à conduire des études et à faire, comme d'habitude, amener de l'évidence scientifique. Et nous, on fait notre job. Si vous devez continuer à témoigner, continuer à vous faire entendre, nous devons amener de la science et des évidences scientifiques. Alors, le temps scientifique est trop long, trop lent, malgré tous nos efforts, mais en fait, nous, c'est comme cela que nous allons convaincre, d'une part, les institutions de santé de l'existence, même nos collègues dans une même institution, et puis, par la force des choses, vos entourages, ou votre entourage, ou votre employeur. On y travaille, et très sincèrement, et Maïsan, tu le sais, il y a une avancée. Il y a déjà une reconnaissance de ces complications, ces séquelles du Covid long, qui est bien plus importante qu'il n'y a déjà quelques mois. De nouveau, c'est des grandes institutions réputées qui ont rejoint Raphaël encore aujourd'hui et qui donnent du crédit à tous ces parcours. Donc, je veux dire, il n'y a rien de miraculeux. Chacun doit faire son travail. Vous, par contre, patients, vous avez une activité qui peut être un peu inhabituelle, mais qui sera certainement reprise dans d'autres maladies chroniques. Peut-être qu'on n'a pas été assez vocal comme patient. Mais nous, on doit faire comme d'habitude notre travail et puis faut le faire et on arrive à le faire grâce à des gens évidemment comme vous et la formation privée des HUG. Donc, je dirais ceci, j'ai pu répondre à une des participantes. Si vous n'avez pas le niveau d'écoute espéré par votre médecin traitant, c'est normal. Nous nous consacrons plus de temps au Covid long pour l'apprendre, pour le gérer. Nous voyons plus de situations. Votre médecin traitant, c'est plus compliqué pour qu'il arrive à maîtriser cette nouvelle problématique, donc il faut le comprendre aussi. Mais ensuite, si vous n'avez pas de réponse, il faut aller sur Raphaël et voir quelle est la consultation post-Covid ou Covid long la plus proche de chez vous. Parce que là, vous aurez des gens, par définition, qui vont vous écouter de façon attentive, qui ne bailleront pas et qui vont vous aider. On gagne du temps. Vous ne partez pas de la consultation sans aucun mot, sans aucun symptôme, mais on est assez convaincu qu'une prise en charge coordonnée qui quitance vos plaintes vous aide à remonter la pente et à retrouver une activité sociale, professionnelle et privée d'avant le post-Covid. Donc oui, il faut beaucoup d'espoir et on le voit dans tous nos travaux. La plupart des patients récupèrent, certains plus lentement que d'autres. Et puis, c'est vrai que malheureusement, il y a quelques cas qui persistent, mais on a encore l'espoir qu'au-delà de 2 ans, on est assez proche du début quand même de la pandémie, ces symptômes disparaissent. Sur l'échelle humaine, 2 ans, c'est très très long, mais c'est ce qu'on appelle une maladie chronique finalement, et ça prend du temps, comme les autres maladies chroniques. Merci, professeur Guessous. Avant de terminer, 2 questions pour professeur Perron et puis une question pour docteur Garcia, on profite. Est-ce qu'il y a un risque de développer des maladies de Parkinson ou Alzheimer post-infection dans le post-Covid? Et puis, est-ce qu'il y a un risque de séquelles irréversibles, finalement, professeur Perron? Et pour docteur Garcia, après par la suite, est-ce qu'il y a un risque d'épilepsie post-Covid? Est-ce que ça existe? Alors, donc là, pour l'instant, on est en train de… Enfin, on n'a pas évidemment de documentation, en fait, d'évidence, comme disait Idriss, c'est encore très précise. Il y a des chercheurs qui travaillent à une hypothèse, dans certains cas, et notamment ce phénotype dont je vous parlais de personnes qui n'ont pas conscience de leurs difficultés et qui ont un marqueur neurologique, d'une éventuelle accélération d'une protéine, la protéine tau, qui serait impliquée dans certaines pathologies neurodégénératives, effectivement. Donc, c'est une hypothèse qui est à l'étude actuellement par certains groupes de recherche et notamment en Suisse par le professeur Alali, directeur du centre de l'ENART de la mémoire. Donc, moi, je ne pourrais pas vous répondre de manière claire et définitive. D'ailleurs, personne à ce jour ne le pourrait. Mais il y a des groupes qui travaillent sur cette hypothèse, en effet.
Et j'en profite aussi parce que pour chaque projet de recherche que je mène, j'aime bien remercier les personnes qui ont participé, les patients, leurs familles, etc. Donc, comme j'imagine que là, il y a plusieurs personnes qui ont participé au projet Covid-COG. Donc, on a appelé 400 personnes, il y a 130 personnes qui ont participé au projet, donc je voudrais les remercier chaleureusement. Et puis toutes, on va leur adresser un courrier avec les publications. Et on vous remercie aussi, évidemment pas nommément, mais dans les publications scientifiques, de votre participation qui est évidemment indispensable. Voilà, merci beaucoup. Docteur Garcia. Oui, alors voilà, par rapport à l'épilepsie, c'est une très bonne question. Actuellement, ce qu'on a vu, c'est que, alors on n'a probablement pas assez de recul déjà pour dire, la réponse probable, c'est qu'il n'y a pas de lien. On a vu peut-être une augmentation très légère du nombre d'enfants qui sont venus avec une convulsion au décours d'une infection Covid, avec ou pas état fébrile, et puis peut-être un tout petit peu plus des convulsions qui sont plus longues que ce qu'on a l'habitude de voir, et puis survenant à un âge un petit peu plus âgé. Souvent, on dit qu'on peut avoir des convulsions chez les jeunes enfants qui sont provoquées par l'infection, provoquées par la fièvre, jusqu'à l'âge de 5-6 ans. C'est vrai qu'avec le Covid, et puis il faut le dire aussi avec la grippe de cette année qui a été particulièrement plus agressive que d'autres années, on a eu un peu plus de cas de convulsions au décours de l'infection chez des enfants plus grands, 7, 8 ans, 9 ans, etc. Mais on n'a pas pour l'instant d'épilepsie que l'on peut attribuer au Covid chez les enfants. Merci beaucoup. Donc, on va devoir clôturer ce webinaire. Deux annonces. Donc, toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui seront reprises par toutes les personnes qui participent aujourd'hui au webinaire et nous pourrons les poster sur la plateforme Raphaël. Et nous vous invitons au prochain webinaire le 15 juin à 17h, notre prochain rendez-vous avec vous. Sur le thème plutôt pulmonaire, des symptômes d'essoufflement ou d'autres symptômes pulmonaires après une infection au Covid. Nous remercions vraiment tout le monde de votre participation, les intervenantes et les intervenants de votre intervention. Ça nous fait énormément plaisir de pouvoir avoir ce moment de partage ensemble chaque mois en espérant que les symptômes s'améliorent de mois en mois ou que vous avez au moins l'entourage et le soutien dont vous avez besoin. Sans autre transition, je laisse la dernière parole à professeur Guestous et je vous dis au 15 juin. C'est vous dire un grand merci, Monsieur Gousset notamment, et à Julie, à Stéphanie, à Anne, à toute l'équipe. Je ne sais pas si j'ai oublié de parler de Simon de l'équipe de la communication qui nous aide à vous offrir une belle interface web que vous trouvez dans Raphaël. Ça devient assez facile de trouver Raphaël post-Covid sur Google et puis vous nous retrouvez entre deux webinaires sur cette plateforme. Il y a un agent conversationnel de nouveau. Vous pouvez rentrer vos récits. On a parlé du récit du Covid. Rentrez vos récits, vos questions sur cet agent conversationnel. Nous, on n'est pas là 24 heures sur 24, mais cet agent, lui, ce chatbot, l'est, et puis il entend tout ce que vous lui écrivez et on prend note de ces informations. Et de nouveau, donnez-nous le temps de rédiger du contenu pour répondre à l'ensemble des questions, réviser nos notes d'information. Et ça, c'est l'occasion pour moi d'exprimer toute ma gratitude à Dr Maïssa Némé, qui travaille énormément pour faire vivre cette plateforme. Donc, de la part de tous, on te remercie. Et puis, effectivement, on se revoit en juin. Bonne suite. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.